Beaucoup pour l'invitation. Je suis un peu impressionnée par le nombre de personnes qui sont venues. Donc, je vais faire de mon mieux pour être claire. N'hésitez pas à me poser des questions pendant la présentation. Ça ne me pose pas de souci de m'interrompre si je ne suis pas claire pour voilà, clarifier les choses. Euh, donc, j'imagine que ça ne vous a pas échappé euh, que les injonctions à l'engagement des scientifiques du climat se sont multipliées ces dernières années avec des prises de position dans la presse de scientifiques qui appellent à l'engagement ou alors de citoyens, voire de décideurs politiques. Et donc, je suis partie de ça, enfin de ce Salut. là pour mes travaux de M2. Donc, pour vous resituer un peu plus globalement mon parcours et pourquoi je suis là aujourd'hui pour parler de ce sujet. Donc, en Master 2 à l'ENS de Lyon en sociologie, j'ai conduit une étude exploratoire sur la question des interventions publiques des scientifiques du climat, donc basée sur des méthodes qualitatives. Et l'idée, c'était de questionner cette sorte d'évidence publique que les scientifiques du climat auraient une responsabilité particulière à intervenir publiquement, à avoir un discours politique sur la question du changement climatique. Donc, face à ces injonctions d'engagement que j'ai rapidement présentées en introduction. L'idée pour ce travail de master, c'était de prendre en compte la réelle complexité des modes d'intervention des différents scientifiques que j'ai interrogés, parce qu'il y a de nombreuses configurations en fait dans les actions publiques que les chercheurs et les chercheuses peuvent décider d'entreprendre, mais aussi de regarder la diversité des trajectoires des scientifiques. Donc en fait, l'idée, c'était aussi de sortir de cette image unifiée du ou de la climatologue en regardant les différentes trajectoires, disciplines, formations, positions professionnelles, etc. Et le but de ce travail exploratoire de Master 2, c'était de faire une cartographie des interventions publiques des chercheurs et des chercheuses que j'ai interrogés il y a 2 ans. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir proposer un article à partir de ce travail-là dans une revue de STS, donc Science and Technology Studies francophone, qui s'appelle la Revue d'anthropologie des connaissances, et qui avait fait un appel à articles sur la question des renouvellements des vecteurs de la crédibilité scientifique quand les scientifiques se trouvent à l'interface entre différents mondes sociaux, donc notamment le monde de la recherche, l'espace public, l'expertise, etc. Donc voilà, et c'est cet article-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais me permettre de faire une introduction assez longue pour bien poser le problème de façon sociologique et un peu théorique, et aussi d'expliquer la méthode que j'ai utilisée pour ce travail. Donc, tout d'abord, on peut commencer par définir les interventions publiques. Euh, donc en Master 2, j'ai un peu plongé dans la littérature sociologique qui cherchait à définir ce que ça voulait dire d'intervenir publiquement ou de s'engager publiquement quand on est scientifique. Il y a de nombreux débats en sociologie pour définir engagement public. Mais moi, je me suis arrêtée sur cette définition d'un papier de 2010 qui définit les interventions publiques comme des modalités d'information, conférences, articles, etc., des modalités de dialogue, de décision et d'intégration de la société dans la recherche. Alors, ça peut surprendre que cette définition soit aussi large, mais l'intérêt, en fait, d'avoir une définition large, c'est que ça permet de ne pas classer a priori les différentes modalités d'intervention en disant telle modalité d'intervention est, par exemple, plus politique qu'une autre, mais en fait, de pouvoir saisir en pratique comment les chercheurs intègrent ou non les interventions publiques à leurs activités professionnelles. Donc, plus conceptuellement, l'idée de prendre une définition large, c'est le fait que ça permet de travailler d'interroger le travail de démarcation. Donc, ce travail de démarcation, c'est un concept qui a été théorisé par un sociologue des sciences très connu qui s'appelle Thomas Guerin et qui désigne en fait les stratégies des scientifiques ou des experts pour tracer une frontière entre ce qui relève de la science et ce qui ne relève pas de la science. Donc, plus globalement, pour tracer une frontière entre science et politique. Donc là, ce travail de démarcation devient un objet et pas une définition qu'on pose a priori, mais on regarde comment chaque chercheur, chercheuse trace cette démarcation-là entre science et politique et quelles sont les stratégies qu'il ou elle utilise pour obtenir de la crédibilité.
Et donc, le questionnement de cet article partait d'une sorte d'ambivalence fondamentale entre le fait que d'un côté, les politiques scientifiques semblent encourager la transmission de connaissances aux citoyens, notamment pour informer le débat démocratique, mais que ces interventions publiques des scientifiques restent encadrées, notamment pour éviter des discours trop prescriptifs qui pourraient discréditer la profession et le discours scientifique. D'un autre côté, comme j'ai montré en introduction, il y a de plus en plus de professionnels de la recherche, mais aussi de citoyens qui soutiennent les chercheurs et les chercheuses qui prennent des positions, qui ont des prises de parole plus directement politiques dans l'espace public. Et donc, il y a une ambivalence normative fondamentale sur le fait d'intervenir ou non, parce que les interventions sont encouragées d'un côté, mais sont potentiellement dangereuses, sont jugées potentiellement dangereuses pour la crédibilité des chercheurs de l'autre. Le souci qu'il y a avec poser la question de cette façon-là, c'est qu'on suppose qu'il existe des normes relativement rigides, identifiées et stables dans l'espace scientifique qu'on pourrait identifier et définir. Et que souvent, ça empêche en fait de regarder la dimension plus relationnelle de la crédibilité. Donc, pour revenir sur cette dimension-là de définition de la crédibilité, comment on définit la crédibilité en sociologie des sciences? C'est l'idée, en fait, de prendre la crédibilité non pas comme une qualité personnelle qui serait consubstantielle à l'identité d'un chercheur ou d'une chercheuse, mais comme quelque chose de relationnel. En gros, ça veut dire que la crédibilité, elle se construit en situation, en fonction de l'auditoire, et selon différentes stratégies, selon les espaces sociaux dans lesquels les chercheurs interviennent. Donc ça a été notamment conceptualisé par un chercheur qui s'appelle Stephen Shapin dans un article de 95, qui est la référence en fait en sociologie des sciences sur la question de la crédibilité, et qui montre que voilà, cette crédibilité doit être comprise en contexte selon le public auquel les scientifiques s'adressent, et du coup il va définir ce qu'il appelle différentes économies de la crédibilité, en gros différents espaces dans lesquels les chercheurs et les chercheuses s'expriment et les façons dont ils construisent cette crédibilité. Et donc, en intervenant publiquement, les scientifiques du climat se situent de plus en plus à l'interface entre différents mondes sociaux. Donc, on disait le monde de la recherche, le monde de l'expertise, le monde des médias, etc. Et donc, se retrouvent face à des injonctions contradictoires sur la façon de construire leur crédibilité, parce qu'elle se construit différemment selon les espaces. Ça, c'est la relationnelle de la crédibilité telle que l'a théorisé Shapin. Et donc, ce que j'essaye d'interroger dans ce papier, c'est les relations, euh, les interactions entre ces économies de la crédibilité, entre ces espaces de la crédibilité, c'est-à-dire de poser la question, est-ce que la multiplication des interventions publiques et l'émergence de nouveaux modes d'intervention affectent ce qui est considéré comme étant une recherche crédible en sciences climatiques? Donc mes questions de recherche sont les suivantes. Comment les engagements publics des scientifiques du climat participent-ils à consolider ou à entacher leur crédibilité vis-à-vis de leurs pairs et des institutions de recherche? Donc là, je me concentre vraiment dans le papier sur la crédibilité construite vis-à-vis des pairs et pas vis-à-vis du public, parce que ça, c'est une toute autre étude sociologique où il faut faire passer des questionnaires au public, par exemple, de médias dans lesquels interviennent les chercheurs. Moi, je me suis vraiment concentrée sur comment on construit sa crédibilité en tant que chercheur vis-à-vis des pairs quand on intervient dans l'espace public. Et donc, la question que j'essaye de poser, c'est de savoir si les engagements publics et les potentielles nouvelles formes d'engagement débouchent ou non sur un renouvellement du travail de démarcation entre sciences et politique climatique, et plus largement sur une remise en question des vecteurs par lesquels s'établit la crédibilité scientifique dans les sciences climatiques. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Et donc, je vais revenir rapidement sur mon terrain, ce qu'on appelle le terrain en sociologie et la méthodologie que j'ai utilisée. Donc, tout d'abord, je voulais revenir sur le fait qu'il y a un double intérêt pour les sociologues d'étudier les scientifiques du climat quand on s'intéresse à cette question de relation entre la crédibilité et les interventions. Parce qu'il y a une double spécificité dans les sciences climatiques qui en font un domaine scientifique particulier par rapport à d'autres domaines. Tout d'abord, le rôle historique de ces sciences
dans la prise en charge politique du changement climatique, là, il y a énormément d'études en sociologie et en sciences politiques qui ont montré que les scientifiques en fait, ont participé dès le début à la construction des politiques climatiques. Et aussi parce que, notamment en France, on a une diversité institutionnelle et scientifique du domaine, donc avec différentes disciplines, différentes méthodes, mais aussi une articulation institutionnelle particulière qui organise le dialogue entre sciences fondamentales et sciences appliquées. Ça, c'est notamment le travail de Hélène Guimau, qui est une historienne des sciences, dont vous avez dû entendre parler, qui a fait sa thèse sur l'institutionnalisation des sciences climatiques en France et qui voilà, regarde cette diversité institutionnelle. Donc voilà, ça en fait un cas très intéressant par tous ces aspects-là. Et moi, j'ai décidé de... Désolée, je peux poser une question. J'ai pas compris comment la diversité institutionnelle, ce que c'est et comment elle impacte Ouais. la crédibilité. En fait, quand je parle de diversité institutionnelle, je pense au fait que les sciences climatiques sont réalisées dans des laboratoires qui ont différentes, par exemple, missions de service public. Donc, notamment entre Météo France et l'IPSL, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux institutionnels, les mêmes enjeux économiques, les mêmes parcours aussi des chercheurs qui sont dans telle ou telle, enfin dans cette institution ou dans d'autres institutions. Et ça crée un contexte institutionnel particulier de production de la science, mais aussi d'intervention publique. Ah, ok, d'accord. Qui du coup est en tension ou alors pas forcément, enfin, juste. Plus que parler de tension, moi ce qui m'intéresse, c'est la question de la diversité. Ok. Euh, mais on pourra y revenir. Enfin, je vais essayer d'aborder quelques points dans la présentation parce que, en fait, justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la diversité des interventions dans le corpus, la diversité des positions professionnelles et institutionnelles des chercheurs que j'ai interrogés et de voir s'il y a des recoupements, en fait, entre ces positions institutionnelles et le type d'intervention et de politisation. Voilà. Donc, j'ai enquêté par entretien biographique semi-directif, qui est assez classique en sociologie, auprès de 13 chercheurs et chercheuses. Donc là, on est vraiment, encore une fois, j'insiste sur une enquête exploratoire de master, euh, qui a vocation à s'étendre en thèse, mais qui reste pour le moment assez restreinte. Et donc, l'idée, c'était de choisir des chercheurs et des chercheuses qui interviennent relativement fréquemment dans l'espace public. Donc, j'ai biaisé mon corpus de façon intentionnelle vers des personnes qui interviennent fréquemment pour en fait avoir essayé de cartographier les différentes modalités d'intervention. Donc, c'est pas du tout un corpus représentatif, c'est un échantillonnage qualitatif que j'ai fait à partir de mes questions de recherche. Avec notamment l'idée de diversifier les profils, donc d'avoir des chercheurs et des chercheuses à différents stades de leur carrière, mais aussi des différents laboratoires qui participent à la production des sciences climatiques. Donc, vous avez un exemple ici des caractéristiques des personnes que j'ai interrogées, euh, avec une tentative de diversification des profils. Dans les personnes que j'ai interrogées, au moment où je les ai interrogées, aucune ne militait dans des associations citoyennes type Alternativa, Greenpeace, etc. Puisque le militantisme classique, entre guillemets, fait encore office de contre-modèle chez les scientifiques que j'ai interrogés. Donc, dans cette présentation, je vais un peu moins me concentrer sur ce type d'intervention publique, ce type d'engagement particulier qui est le militantisme dans des associations politisées. Aussi parce que ça change très vite et qu'il me semble qu'une étude longitudinale est plus intéressante que comme ça une prise de vue assez plus instantanée. Donc, je l'aborde un peu dans l'article, mais je vais Une question. Juste une question. Oui. Où est-ce que vous posez la limite de militantisme? Parce qu'il y a des associations où on peut être adhérent Oui. sans pour autant être militant au sens sur le devant de la scène, quoi. Oui, là, en fait, c'est effectivement dans les chercheurs que j'ai interrogés, il y en avait qui étaient, par exemple, adhérents à des associations ou qui avaient des contacts avec ces associations-là, mais qui ne participaient pas aux actions de visibilisation de la question climatique ou de désobéissance civile, etc. Donc, il y avait un soutien, en quelque sorte, euh, par principe, mais qu'il n'y avait pas des pratiques de militantisme. Donc là, peut-être la distinction que je fais, c'est la différence entre pratique on participe aux activités de l'association et un soutien euh, plus verbal. Enfin, Et de la même manière, un scientifique peut être amené à être
on peut lui demander d'intervenir dans le cadre de manifestations de ces associations, sans pour autant, en qualité Oui. d'expert, entre guillemets, sans pour autant être. Ouais. Voilà. Après, enfin, l'interprétation du public, elle peut être très vite. Oui. Enfin, ça peut être compliqué, mais. Alors ça, c'est justement enfin, j'en parle dans le passage que j'ai dédié à l'article des liens en fait de l'intervention des scientifiques dans le monde associatif. Euh, on pourra y revenir en question, mais l'idée c'est que, enfin, j'ai observé que les chercheurs que j'ai interrogés gardent une position d'expert, même lorsqu'ils interviennent dans les milieux associatifs, notamment, enfin, par exemple, un chercheur va répondre à la demande d'une association de témoigner lors d'un procès d'un militant ou d'une militante qui a été enfin, qui est accusé pour par exemple, des actions de désobéissance civile, et il se pose en tant qu'expert qui tient un discours scientifique. Donc en fait, c'est pas si différent de ce que je vais montrer sur les types de discours qui sont tenus dans les médias, par exemple, avec vraiment l'idée de garder cette position d'expert, de discours scientifique. Donc en fait, c'est comme si la condition de possibilité d'intervenir dans le monde associatif, c'était d'intervenir de façon à garder cette identité d'expert, donc soit en témoignant à un procès, soit en participant à une table ronde. Mais en tout cas, il y a une mise à distance d'un rôle militant plus, euh, plus proche en fait d'un citoyen lambda. Ça répond à votre question. Et donc, l'idée de ces entretiens, c'était de reconstituer le parcours professionnel de chercheurs, d'interroger leur perception à propos de leur rôle social et comment cela a pu changer lors de leur carrière, et de retracer les trajectoires d'intervention dans les espaces d'expertise des médias et des associations. J'ai aussi essayé de croiser les sources, donc de croiser ces entretiens avec, par exemple, des CV, des tribunes ou encore des interventions qui avaient été filmées et qui étaient disponibles sur Internet de ces chercheurs-là, pour avoir en fait à la fois le contenu des interventions et le discours des chercheurs sur ces interventions elles-mêmes. Alors, j'en viens enfin au corps de la présentation, qui va s'articuler en deux parties. Donc, tout d'abord, dans une première partie, je vais montrer comment les climatologues interrogés restent plutôt prudents lorsqu'ils prennent la parole dans l'espace public, c'est-à-dire trouvent des formes d'engagement plutôt à bas bruit dans l'espace public, qui sont compatibles avec les attentes de crédibilité dans le champ scientifique. Et donc, qu'ils emploient des stratégies de crédibilité assez classiques. Par classique, j'entends identifiées par la sociologie des sciences depuis longtemps enfin, dans d'autres domaines scientifiques notamment. Et dans une deuxième partie, je reviendrai en revanche sur le fait qu'il ne faut pas sous-estimer non plus les effets des interventions publiques des chercheurs sur les vecteurs de crédibilité scientifique traditionnels. Et ce qui est notable ici dans l'enquête, c'est que les engagements extérieurs publics semblent avoir un effet d'ajustement des positions au sein même du champ professionnel et du champ scientifique. Et le paradoxe sur lequel je suis tombée, c'est que donc ce travail de démarcation dont je vous parlais entre science et politique, il semble plus fort, plus rigide quand il est exprimé dans la sphère médiatique, publique, alors qu'on observe des formes de remise en question ou de relâchement de cette démarcation au sein de la communauté scientifique, dans des lieux internes à la communauté. Donc, voilà. Je vais revenir sur tout ça. Donc tout d'abord, dans cette première partie, je vais m'arrêter sur deux arènes de prise de parole publique consécutives, d'abord les médias et ensuite les pratiques d'expertise. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux espaces très différents avec des contraintes discursives très différentes, mais qu'on trouve des logiques similaires de démarcation entre science et politique et des stratégies de défense assez classiques de l'autorité épistémique de la science. Et donc, mon but dans cette partie, c'est de montrer que l'économie de la crédibilité scientifique dans les sciences climatiques semble moins se construire sur un rejet de toute forme d'intervention publique que sur des processus de délimitation entre des bonnes, en quelque sorte, et des mauvaises formes d'intervention. Donc, tout d'abord, les médias sont plutôt vus comme un espace de médiation scientifique par les chercheurs que j'ai interrogés, avec une sorte, enfin, les médias sont comme une sorte de prolongement de pratiques plus classiques de vulgarisation, de médiation, voire d'enseignement, euh, avec l'idée de se concentrer sur la transmission de faits scientifiques uniquement
et une attention à ne pas glisser sur le terrain, par exemple, des politiques publiques ou des recommandations. Donc, je vous ai mis un extrait d'entretien qui résume cette position-là d'une chercheuse, pardon, qui fait vraiment attention à présenter des faits publiés et consensuels. Donc, elle insiste vraiment sur le fait quand elle intervient, elle parle de chiffres, euh, elle ne présente qu'un discours factuel et elle s'interdit d'être moralisatrice ou de donner des recommandations de changement de comportement individuel, comme le fait de devenir végétarien, euh, avec voilà, une sorte d'interdiction personnelle d'être moralisatrice et de donner des injonctions aux gens. Donc ça, c'est un extrait d'entretien particulier, mais ça résume des discours que j'ai eu beaucoup dans les entretiens. Donc là, dans cet espace médiatique, il y a une vraie démarcation claire entre science et politique. Ce qui est intéressant dans cet espace des médias, c'est que l'économie de la crédibilité dans les médias, donc l'espace de crédibilité dans les médias, est très différent et très en tension de l'espace de la crédibilité dans le monde scientifique, notamment parce que dans les médias, on va avoir du coup le règne d'une phrase choc, d'images frappantes, de discours assez peu nuancés pour pouvoir être retenus et frapper les esprits. Euh, alors que évidemment, l'économie de la crédibilité interne au monde scientifique se construit sur beaucoup plus de nuances. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que la question des incertitudes revient beaucoup, puisque la crédibilité dans les médias s'articule plutôt autour d'une réduction des incertitudes pour avoir des discours certains, alors que la crédibilité scientifique, au contraire, se construit autour d'une identification, d'une évaluation et d'une possible maîtrise autant que possible des incertitudes. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une vraie tension entre la résistance à ces logiques médiatiques et l'adaptation des chercheurs à ces contraintes médiatiques, euh, avec notamment des chercheurs qui ont l'habitude d'intervenir dans les médias, qui, en fait, qui montrent un réel processus d'apprentissage des logiques médiatiques, des scripts médiatiques, dans le but de pouvoir maîtriser la scientificité de leur discours. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir regagner une forme de contrôle sur les logiques médiatiques en dressant une frontière assez nette entre qui est expert, qui n'est pas expert, ce qui est de la science et ce qui n'est pas de la science, euh, en s'habituant et en maîtrisant le script des interventions médiatiques. Donc là, c'est un extrait d'entretien d'un directeur de recherche qui intervient très fréquemment dans les médias et notamment à BFM, parce qu'il est identifié par BFM comme étant la personne qu'on peut appeler régulièrement sur ces questions-là. Et qui m'a dit en entretien que, enfin voilà, donc l'extrait d'entretien montre qu'il y a une vraie maîtrise du script chez BFM. Donc il me dit, il m'aime bien BFM, c'est vraiment quelque chose d'intervenir à BFM. T'arrives, ils t'ont appelé, tu devines que c'est parce qu'il y a eu une tempête au large de trucs, ils te disent même pas. Ils me donnent la réponse avant que j'arrive en plateau. Une fois, c'était vraiment un gag. Le présentateur me dit, bon, vous savez pourquoi vous venez, vous avez vu les chutes de neige, les gens sont coincés dans les stations. Bon, vous allez me demander, est-ce que c'est lié au changement climatique? Vous allez me répondre, on ne peut pas savoir. Il m'a posé la question quand même. Il m'a demandé, est-ce que c'est lié au changement climatique? Et il m'avait déjà fait la réponse. Et donc là, on voit bien une sorte de routinisation des rapports avec les médias, et donc là notamment BFM, qui peut sembler en fait contraindre les chercheurs, mais qui est aussi en fait une façon de s'adapter à ces logiques pour pouvoir dégager une marge de manœuvre et maîtriser la scientificité du discours. Excusez-moi, c'est Oui. quand la date de cette interview, tu te souviens? Et non. Oui, ça doit être 2022. Ok. Oui. Ouais, j'ai une petite remarque à faire sur ça. Oui. En fait, chez BFM, ils vous envoient des pigistes. Des pigistes, hein, c'est-à-dire des gens, peut-être demain, ils ne seront plus là. Et ils vous posent toujours la même question, souvent. C'est, alors, cet événement climatique a-t-elle effectivement un rapport avec le changement climatique? Et vous, vous faites du mieux que vous pouvez pour leur répondre. Mais 3 jours après, vous avez un nouveau pigiste, très sympa aussi, jeune, qui vous pose la même question. Donc, il y a aussi une économie de BFM et des radios 24/24, la façon dont ils fonctionnent. Je pourrais revenir là-dessus, mais il faut comprendre ça, c'est très important. Il n'y a pas que le discours, effectivement, c'est très important ce que tu dis, Anna, sur le fait qu'il faut s'adapter son média, mais il faut comprendre aussi comment le média fonctionne. Oui, bah justement, c'est ce que j'ai essayé de montrer par cet extrait d'entretien, qu'il y a une vraie compréhension des logiques
des médias, notamment par ce chercheur qui en fait sait déjà ce qui va se passer avant même qu'il ait pu intervenir et qui du coup peut se préparer en conséquence aussi. Et notamment, c'est aussi un chercheur qui, plus tard dans l'entretien, me dit qu'il essaye vraiment, notamment, de parler des incertitudes autour de l'attribution des événements extrêmes au changement climatique. Et que du coup, dès qu'il voit une fenêtre d'opportunité, il parle de la question des incertitudes, de la méthode scientifique, etc. Donc c'est vraiment cette tension en fait entre adaptation à l'espace médiatique et regagner une marge de liberté pour bien faire, enfin, pour, voilà, faire cette différence entre science et politique. Il y a une dernière question, un dernier enjeu sur l'espace médiatique sur lequel je vais revenir rapidement. C'est le fait qu'il y a des stratégies de crédibilité individuelle enfin, dans les interventions médiatiques, mais il y a aussi des stratégies de crédibilité institutionnelle. Donc on a vu notamment depuis quelques années le fait que les institutions scientifiques encouragent les chercheurs à intervenir, notamment à travers du media training. Euh, et que derrière, il y a des questions de financement, ou en tout cas de position des institutions de recherche sur la question du climat. Et donc, ça pose la question de l'appropriation de cette stratégie de crédibilité institutionnelle par les chercheurs eux-mêmes et elles-mêmes. Et donc, ça fait évoluer en fait les enjeux de la crédibilité dans les interventions médiatiques, puisqu'il y a plus seulement un enjeu de crédibilité personnelle pour le chercheur, mais aussi pour les institutions. Et c'est notamment ce que m'a dit un directeur de recherche en entretien, qui a vu en fait au long de sa carrière un glissement de ce qu'il appelle une vulgarisation très open à des stratégies de communication qui sont hostiles des stratégies d'institution, avec voilà, des enjeux de visibilité et donc de financement derrière. Donc, pour résumer cette partie, je voulais revenir sur 3 enjeux dans la prise de parole dans les médias. Un premier enjeu sur le fait de rester dans des logiques de médiation en ne tenant des discours que sourcés scientifiques, pour bien faire cette démarcation entre science et politique. La possibilité de s'approprier des logiques médiatiques pour s'aménager une marge de manœuvre en tant que scientifique. Et enfin, la nécessité de s'accommoder des stratégies de crédibilité des institutions dans les médias. Dans la deuxième partie de cette première partie, je vais revenir sur les activités d'expertise comme étant des modes d'intervention. Alors, on peut débattre du fait de les qualifier d'intervention publique ou non. On pourra en revenir. Enfin, il y a débat là-dedans dans la sociologie, on pourra en revenir là-dessus dans les questions. Mais Si tu veux, grossièrement, si tu veux, tu peux te connecter aussi par le Zoom. Bon, ça marche, là, Ouais, c'est bon, je pense. Et donc, pour faire des grandes catégories, encore une fois, là, ça reste une étude exploratoire. C'est peut-être un peu grossier, vous me direz, mais j'ai l'impression que dans ce qui est revenu des entretiens, c'est que les pratiques d'expertise sont plutôt fragmentées selon les spécialités scientifiques, et notamment les échelles de modélisation auxquelles les chercheurs et les chercheuses travaillent, si c'est de la modélisation plutôt globale ou plutôt régionale. Et ce sont aussi des fractures qui recoupent assez approximativement les spécialisations des laboratoires, leur place dans la communauté scientifique, et notamment s'ils ont des missions de service public ou non. Et ces échelles de modélisation dans lesquelles sont spécialisés les scientifiques recoupent aussi des objectifs de politique publique, puisque travailler sur l'échelle globale va plutôt répondre à des politiques de mitigation du changement climatique, alors que travailler sur l'échelle régionale va plutôt servir des besoins des politiques d'adaptation. Donc il y a une différence entre mitigation et adaptation, échelle globale, échelle régionale, qui organise ces différents types d'expertise. On retrouve ça notamment dans un article de 2 sociologues des sciences de 2021 qui font la différence entre l'expertise locally focused et l'expertise globally focused.
Donc, elle travaille sur les sciences de la conservation et de la biodiversité, mais ça s'applique assez bien ici. Et donc, on peut se demander, en fait, si c'est tout à fait les mêmes enjeux de crédibilité et de démarcation entre sciences et politique, selon les échelles d'expertise. Donc, tout d'abord, sur les modes d'intervention, enfin les modes d'expertise qui se concentrent plutôt à l'échelle globale, donc typiquement la participation à la rédaction des rapports du GIEC, le travail de démarcation entre science et non-science semble relativement facile. Et c'est identifié comme étant dû aux propriétés mêmes du GIEC, qui suit ce qu'on appelle en sociologie des sciences le modèle linéaire de l'expertise. Le modèle linéaire de l'expertise, c'est l'idée que l'expertise serait séquencée entre différentes phases étanches entre elles, avec l'idée que les scientifiques produisent d'abord du savoir, qu'ils transmettent ensuite aux politiques publiques, qui ensuite eux-mêmes produisent des recommandations politiques, etc. Et donc, ce modèle-là, il est vraiment implémenté dans la logique du GIEC, euh, avec des vecteurs aussi de crédibilité, enfin une reprise des vecteurs de crédibilité assez classiques au monde scientifique, comme le peer reviewing, la standardisation du langage, le fait d'expliciter toutes les incertitudes, etc. Et donc les entretiens ont montré que le GIEC ne remettait, enfin la participation au rapport du GIEC ne remettait pas en cause cette démarcation entre sciences et politique, voire pouvait augmenter la crédibilité vis-à-vis des pairs, notamment parce qu'elle peut être adossée à une reconnaissance scientifique. Anna, juste sur la rédaction du GIEC, j'ai l'impression que par rapport à ce que nous on fait, nous on écrit des articles vraiment scientifiques, alors que le GIEC quand même il rédige par exemple un rapport simplifié pour que ce soit plus accessible pour la partie d'après. Est-ce que ça c'est quand même pas un changement par rapport au modèle classique dans la recherche? Bah, ça reste de l'expertise et pas de la recherche. Enfin, ça reste une forme d'intervention. Ouais. Mais il y a vraiment l'insistance sur le fait que ces rapports-là sont une synthèse des connaissances scientifiques déjà existantes, qu'il n'y a pas d'ajout par rapport à ces connaissances existantes. Donc, que ça reste une sorte de super revue de littérature Ok. qui reprend des codes du travail scientifique tels qu'on les pratique à l'intérieur de la communauté. Donc, peer review, etc. Et il y a juste un élément à prendre en compte quand même dans le GIEC, c'est que c'est peut-être la seule institution où la politique et la science sont liées dès le départ. C'est-à-dire que les experts qui sont dans le GIEC, qui sont nommés par leur gouvernement, et ensuite les rapports des décideurs sont validés et sont ratifiés, entre guillemets, par les diplomates et par les politiques, pas par les scientifiques. C'est les scientifiques qui proposent des rapports, mais à la fin, donc cette dimension-là, elle existe déjà intrinsèquement dans le système lui-même, quoi. Il ne faut pas oublier que le GIEC, ça vient de l'ONU, quoi. Donc c'est les Nations Unies. À la base, c'est pas les scientifiques, c'est une demande des politiques. Oui, alors j'ai peut-être pas été claire, mais du coup, je dis pas qu'il n'y a pas de rapport entre sciences et politique dans le GIEC. Ce que j'essaye de montrer, c'est que cette articulation entre sciences et politique est très formalisée et très étanche. C'est-à-dire qu'on distingue bien les phases de rédaction d'un rapport scientifique, où là, ça concerne vraiment que les scientifiques en communauté, en peer review, etc., et la phase d'approbation par les décideurs, où les scientifiques n'interviennent pas. Oui, avec Enfin, le bémol, c'est que au départ, ce sont les pays qui nomment les scientifiques qui vont être dans les comités au départ. Donc, si un pays il décide qu'il veut mettre en avant telle ou telle chose, il peut potentiellement faire le choix de désigner certaines personnes ou certaines plutôt que d'autres. Oui. Dans le choix des scientifiques, vous voulez dire qu'il y a Dans la plupart des dimensions cas, politiques. si je ne me trompe pas, il y en a eu suffisamment pour qu'il y ait un pied au labo. Et donc, ça se fait de manière plutôt objective, mais on peut pas enlever l'idée qu'un pays qui veut aller à l'inverse, il pourrait nommer des gens qui sont plus marqués d'un côté que de l'autre. Oui. Pour Ce défendre qui est ses déjà propres le intérêts. cas, Marc. Qui peut être le cas aussi Parce parfois que pour certains pays. l'expérience italienne ou pays, c'est déjà le cas. Oui, oui. Donc, Soit il y ouais. a des intérêts totaux pour qui est nommé, soit c'est dirigé vers des centres qui sont quand même, disons, contrôlés par le gouvernement dans un sens ou dans l'autre. Oui. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est aussi que ce choix-là se fait aussi en fonction de la crédibilité des chercheurs dans leur domaine.
que certes, il y a une marge de manœuvre des gouvernements pour choisir quel scientifique est nommé, mais qu'en fait, il y a quand même la reconnaissance est quand même une condition initiale pour Oui. pouvoir candidater de façon sérieuse. Donc, il y a Et, quand même ça, c'est au niveau des responsables de groupe. Après, les auteurs sont choisis par les responsables de groupe. Donc là, du coup, les gouvernements n'interviennent plus. Oui. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris en compte cette dimension du choix des participants et participantes à la rédaction des rapports. Il faudra que C'est un processus très important, si je peux ajouter là. On parle de l'international, mais au niveau national, je connais pas les autres pays, mais en France, il y a plein de niveaux. L'expertise est influencée dès le départ en fonction, par le choix des participants, en fonction des objectifs attendus de l'expertise à produire. Bah, ce serait super en fait de pouvoir reconstituer le processus de choix par rapport à un autre. Je pense que ça demande un travail d'enquête un peu poussé et spécifique. Ouais. Mais du coup, je vais garder ça en tête. Mais Anna, si j'ai bien compris ce que tu veux dire ici, c'est que en gros, l'expertise qui vient du GIEC, c'est pas de l'interactive science ou c'est pas quelque chose qui suit rapidement. C'est toujours basé sur les rapports, c'est basé sur ce qui est écrit, et donc c'est très protocolaire quelque part. Voilà. C'est pas, on va pas communiquer, typiquement, c'est pas sur la question de BFM TV, on va dire quelque chose de nouveau, ou voilà, c'est ça, En ça que fait, tu veux dire, c'est ça, ouais. c'est une question. Ce que j'essaye de dire pour vraiment le simplifier à l'extrême, c'est que participer à la rédaction du rapport du GIEC n'est pas une menace pour la crédibilité scientifique individuelle, mais peut au contraire plutôt contribuer à voilà, la réputation parmi les pairs ou à la place dans le champ scientifique. Oui. Ouais, c'est très clair, ça, mais ce point est très clair. Il y a un truc que tu dis pas trop, mais qui est important quand on parle de médias, c'est que le GIEC, c'est sur du temps long. C'est-à-dire que c'est un temps qui ressemble plus au temps du chercheur. Et les trucs vont s'élaborer sur des mois, des années. Voilà. C'est pas tu te fais interroger sur BFM. C'est complètement différent comme travail, comme pensée, comme élaboration. Il y a un truc qu'on dit, je me suis de dire ça, mais un truc qu'on dit très souvent, le GIEC, tout ça, le geste ne produit pas de science. Tout ça, c'est vrai. Il n'empêche que pour un chercheur de base comme moi, le GIEC, à la fin, il produit une synthèse, c'est quand même un travail. Il produit un résumé pour décideurs, c'est aussi un énorme travail. Et ça, à la fin, c'est un outil même pour nous. Tu vois. Et ça, c'est quand même vraiment fondamental. Merci. Pour revenir au GIEC et son lien avec les médias et cette histoire de crédibilité, les auteurs du GIEC, de tous les rapports, des centaines d'auteurs qui sont de plein de pays différents, ils peuvent avoir envie d'utiliser cette posture pour faire passer des messages militants ou personnels. Et en fait, ils sont entraînés pendant des semaines et des mois pour rester les plus factuels possibles. On leur dit, là, vous parlez au nom du GIEC. Si vous dites ce que dit le GIEC plus ce que vous pensez vous, le grand public, les médias, les politiques, ils vont croire que ça a été dit dans le rapport du GIEC. C'est votre responsabilité. Donc, en fait, tant que vous êtes les porte-parole, il ne faut pas, enfin, en tout cas, ils leur disent, il ne faut pas dire vos opinions personnelles. Et faire Pour moi, ça s'inscrit vraiment dans les logiques de crédibilité institutionnelle à travers même les médias training qui peuvent se faire au sein des laboratoires. Et l'idée qu'en fait, un chercheur, quand il prend la parole dans les médias, il représente aussi une institution, il représente une profession. Que ce soit l'institution du GIEC ou l'institution d'un laboratoire, et que du coup, il y a un enjeu spécifique pour les institutions de contrôler, contrôler c'est un mot un peu fort, mais en tout cas d'encadrer le discours des scientifiques, puisque leur prise de parole, en fait, engage aussi la crédibilité de l'institution. Sur ça, c'est vraiment incroyable qu'il y a quand même cette demande faite par la politique, alors qu'aucun discours politique respecte jamais ce type d'engagement vis-à-vis même du prestige de l'institution. Je veux dire, si on prend les assemblées nationales, il y a certes... Bon, ok. Un peu personnel. On pourra continuer après. On veut vraiment entendre ta deuxième partie, donc on va te laisser continuer. Ça marche. Moi, je vais passer un peu plus vite sur certains points. Mais en fait, l'idée aussi de cette partie, c'était de bien différencier expertise globale, expertise locale, régionale. Notamment parce que j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles formes d'expertise qui ont émergé depuis quelques années, donc qui sont des expertises plutôt localisées, plus opérationnelles,
plus directement en lien avec les acteurs territoriaux et les entreprises qui sont demandeuses en fait d'informations pour concevoir des stratégies d'adaptation au changement climatique sur des territoires particuliers. Donc, il y a eu notamment l'avènement des Grecs à partir de 2018, pardon. Mais il y a d'autres formes d'expertise régionale, et puis ça rentre sous le terme parapluie de services climatiques. Et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que la démarcation entre sciences et politique, elle n'est pas tout à fait la même que dans le GIEC, où ça semble relativement assez clair et formalisé, dans le sens où c'est moins formalisé, il y a un contact et une proximité plus forte avec les décideurs, les parties prenantes, les citoyens, etc. Et donc, ce sont des pratiques d'expertise qui sont plus proches de la commande publique. Ça ne veut pas forcément dire que c'est décrédibilisant, mais c'est moins établi comme vecteur de crédibilité dans la communauté scientifique, notamment face à l'impératif de publier, par exemple. Et donc, il semble y avoir une sorte de division du travail d'expertise dans la communauté. Donc là, c'est aussi une cartographie qu'il faudra que j'approfondisse en thèse pour savoir qui fait quel type d'expertise selon son appartenance à une institution. Et cette division du travail d'expertise, elle mène aussi en fait à la diversification des cycles de crédibilité au sein de l'espace académique. C'est-à-dire en fonction du type d'expertise qu'on fait, les vecteurs de crédibilité ne sont pas forcément les mêmes dans la portion de l'espace académique auquel on appartient. Donc là, je vous ai mis un extrait d'entretien qui montre cette idée de division du travail d'expertise. Une directrice me parle d'un collègue à elle qui s'appelle Pierre et qui notamment a participé à la rédaction des rapports du GIEC, qui dit que Pierre, c'est un modélisateur. Son expertise sur le développement et sur le développement des modèles robustes pour donner des scénarios crédibles sur le changement climatique. Donc là, on a l'idée de robustesse, de crédibilité comme vecteur de crédibilité scientifique plutôt classique. Et elle dit, nous, on est très complémentaires, il faut des chercheurs d'excellence comme Pierre pour que nous, on soit en capacité d'accompagner les théories. On voit bien que les vecteurs de crédibilité ne sont pas forcément les mêmes. Donc, dans cette première partie, j'ai essayé de montrer que sous certaines conditions, la parole publique ne représente pas un risque de décrédibilisation pour les chercheurs, voire peut augmenter la réputation vis-à-vis des pairs et de l'institution scientifique. Mais ce travail de démarcation relativement classique par rapport à la littérature déjà existante en sociologie des sciences suscite quand même des débats internes à la communauté, avec certains chercheurs et chercheuses qui veulent approfondir leur engagement en mettant l'accent sur l'utilité sociale des recherches. Et là, ce qui est intéressant en fait pour une sociologue des sciences, c'est de voir qu'il s'agit de formes d'engagement qui sont internes à la communauté scientifique. C'est-à-dire que, en fait, il ne s'agit pas de regarder par exemple comment les scientifiques participent aux mouvements sociaux sur la question du changement climatique, mais comment l'espace scientifique lui-même peut devenir un espace de débat scientifique et de politisation. Et donc, j'ai pu observer deux types en fait, de mouvements de politisation des activités scientifiques, une politisation plutôt au niveau individuel et une politisation plutôt collective. Au niveau individuel, dans les entretiens, ça revient souvent, c'est souvent formulé en fait comme la conséquence d'une prise de conscience. Donc, il y a beaucoup de récits dans les entretiens que j'ai pu faire de chercheurs et chercheuses qui ont soudainement pris conscience de la dimension politique et sociale de leur recherche et qui en fait en tirent des conclusions sur l'importance de l'utilité sociale des recherches par rapport à des vecteurs de crédibilité plus classiques en sciences, comme la publication par exemple. C'est le cas d'un hydroclimatologue que j'ai interrogé, donc, qui s'est rendu compte, je crois que c'était autour de 2017-2018, qu'un travail un travail scientifique qu'il avait réalisé avait été, un collectif de citoyens s'en était emparé pour notamment militer, alerter sur le risque de sécheresse, je crois que c'était dans le Jura, et que ça a vraiment été un déclic pour lui. En tout cas, c'est formulé comme un déclic. Alors, il faut faire attention à la reconstitution en fait, des récits, des trajectoires dans les entretiens, mais il y a quand même l'idée que ça l'a fait changer en fait, de perspective sur son travail. Et donc, ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est qu'on voit il parle de ce travail scientifique comme étant un super boulot au niveau scientifique, qu'il a eu un prix international là-dessus, etc. Donc, c'est vraiment des vecteurs de crédibilité plutôt classiques qui, en fait, finissent par être moins importants que l'utilité sociale des recherches
avec l'idée donc de la dernière phrase que je me dis que c'est déjà c'est moins utile de produire de nouvelles connaissances que de rendre utiles celles qui existent déjà. Euh, et ce qui est intéressant de regarder, en regardant ces trajectoires de politisation individuelle, c'est que ça permet de regarder des formes d'engagement qui sont peut-être moins spectaculaires que de la désobéissance civile, etc., mais qui sont en fait des formes d'engagement dans la réorientation discrète des trajectoires scientifiques, des questions de recherche, des agendas, etc. Et donc là, c'est notamment un chercheur qui ensuite s'est engagé dans un projet européen sur la gestion, enfin, pour aider la gestion locale des ressources en eau. Donc, je vais passer plus vite sur l'idée de politisation collective pour avoir le temps de faire la dernière partie. L'idée ici, c'était de regarder en fait, toutes les formes, toutes les instances de politisation collective qui ont émergé dans l'espace scientifique ces dernières années, comme les ateliers d'écologie politique, les groupes de réflexion, les groupes de discussion, etc. Donc, il y a une vraie multiplication de ce type d'instances dans l'espace scientifique. Et là aussi, enfin, ces instances qui donnent aussi une nouvelle centralité à l'utilité sociale des recherches. Et là, ce serait intéressant d'avoir une étude sur plus de cas pour savoir comment la participation à ces instances de politisation collective peut ou non réorienter les trajectoires des scientifiques. C'est le cas d'une chercheuse de mon corpus, par exemple, mais j'ai besoin de plus de cas pour avoir des conclusions plus générales. Pour finir, ça me semblait important de revenir sur le fait que cet affaiblissement de la démarcation entre science et politique peut certes avoir des effets sur les trajectoires individuelles, réorienter les agendas et les questions de recherche, etc., mais a aussi des effets sur les pratiques scientifiques à grande échelle. Et notamment, ici, je me suis intéressée plus particulièrement aux modèles climatiques et aux horizons d'évolution de ces modèles. L'hypothèse de cette partie, c'est que les désaccords sur les fonctions cognitives des modèles climatiques et de leurs horizons montrent que, malgré une longue participation des sciences climatiques à la construction des politiques publiques sur le changement climatique, comme j'ai dit en introduction, on voit quand même des fractures qui persistent dans la communauté à propos de l'alignement des pratiques scientifiques sur des objectifs politiques. Et donc, pour certains, aligner un agenda de recherche sur des besoins politiques est une menace de décrédibilisation des sciences climatiques dans leur ensemble. Et ici, en fait, on retrouve une tension qui a été étudiée notamment par Hélène Guimau dans les sciences climatiques et qui se retrouve dans d'autres domaines de recherche, entre des fonctions cognitives des modèles et des fonctions de prévision qui auraient des conséquences politiques plus directes. Et donc, c'est un moment plutôt riche pour enquêter parce que j'ai l'impression que il y a des questionnements qui émergent sur l'avenir et les évolutions des formes de modélisation climatique, telles qu'elles sont apparues dans les années 90, etc. Et ce que j'aimerais approfondir en thèse, c'est justement pouvoir interroger en fait la coévolution des modèles et des types de pratiques scientifiques pour modéliser le climat et des formes d'intervention et d'expertise mises en œuvre par les chercheurs. En gros, de savoir comment l'évolution des modèles répond ou non à l'évolution des types d'engagement public qu'ont les chercheurs et inversement. Et donc, notamment, cet enjeu de comment l'affaiblissement entre sciences et politique peut avoir un effet sur l'avenir des modèles climatiques. J'ai l'impression que cet enjeu se cristallise notamment dans deux évolutions récentes, qui sont tout d'abord le développement des modèles régionaux, qui permettent en fait de répondre plus directement à les besoins d'adaptation des territoires, et aussi le fait que on voit apparaître des financements, notamment au niveau européen, sur des recherches pour créer des modèles globaux à très haute résolution pour produire des données territorialisées. Pardon. Et donc, ce deuxième point, notamment, est controversé, d'abord d'un point de vue scientifique, mais aussi parce que ça pose la question de la continuité de la communauté scientifique telle qu'elle existe, et de la transmission et du maintien des modèles historiques, donc plutôt des GCM et des modèles utilisés depuis les années 90, avec un enjeu autour de la diversité des modèles, versus en fait l'avènement d'un potentiel modèle hégémonique.
Et donc, pour conclure, dans la première partie, j'ai essayé de montrer que les stratégies de crédibilité restent relativement classiques dans les interventions publiques, mais qu'il y a des ébauches de contestation en interne et d'affaiblissement d'affaiblissement de cette démarcation entre science et politique. Et que, en fait, ça montre qu'il faut vraiment, en tant que sociologue, prendre l'espace des sciences climatiques comme un espace hétérogène, que ce soit institutionnellement, disciplinairement ou en termes de méthode, et d'essayer de comprendre en fait la diversité de cet espace pour comprendre la diversité des positionnements et pouvoir restituer les débats et les controverses de façon claire. Et donc en thèse, l'idée, ce serait enfin, là, j'ai commencé la thèse en septembre, donc je suis encore dans cette phase de clarification du questionnement principal de la recherche. Et j'aimerais notamment essayer de savoir en quoi les débats sur les vecteurs de crédibilité en sciences climatiques peuvent être éclairés par ce qu'un sociologue a appelé différents styles de vie épistémiques dans la modélisation climatique. Mais en fait, ça veut dire la différence d'espace des sciences climatiques, les différentes pratiques scientifiques, etc. Et de regarder si on peut faire un lien entre l'appartenance à une sous-communauté climatique d'un chercheur et le type d'engagement public et politique qu'il ou elle met en œuvre. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je lance les questions. J'espère que je n'ai pas été trop longue. On va laisser Anna répondre.